Chapitre 5, l'expansion du monde industriel ou la colonisation de l'Afrique. Alors l'Afrique avant la colonisation européenne ou l'Afrique précoloniale, alors c'est un territoire qui est rempli de royaumes et d'États. Par exemple, on parle de l'Empire du Mali, qui est un énorme empire, et en 1236, fait intéressant, on y avait écrit une charte qui prônait la liberté et la paix, et même le respect des femmes. Un peu notre ancêtre de notre charte des droits et libertés. Au Bénin d'aujourd'hui, il y avait les minots, des guerrières, des régimes militaires entièrement composés de femmes. Donc, est-ce que les Européens connaissaient beaucoup l'Afrique? Non. On connaissait le nord de l'Afrique, on connaissait la côte de l'Afrique, il y avait plusieurs comptoirs commerciaux, on y avait fait la traite des esclaves comme on a vu au chapitre 2, mais on ne connaissait pas l'intérieur des terres de l'Afrique. Donc ici une image qui montre toutes les différentes ethnies qu'il y avait en Afrique. Alors il a fallu envoyer des explorateurs pour découvrir comment ce territoire-là était fait. Ici, on en a deux, Stanley et Livingstone. Alors, Livingstone, c'est le premier qui est parti qui est parti pendant plusieurs années. On a même perdu sa trace et on a envoyé Stanley le retrouver. Donc, il y en a eu d'autres. Ici, on en a seulement deux. Alors, quelles étaient les motivations des Européens à aller coloniser l'Afrique? Alors, naturellement, il y avait la motivation économique. On voulait les ressources de l'Afrique pour les apporter en Europe et les transformer en produits dans les usines. Il faut dire que l'Europe était en pleine révolution industrielle. Motivation politique pour un pays européen, aller se chercher d'autres territoires, augmenter notre puissance, et une motivation culturelle. À l'époque, les Européens étaient convaincus que leur civilisation était meilleure que les autres, alors on voulait civiliser les autres peuples. Ici, on voit Rudyard Kipling qui a écrit le livre de la jungle qui disait justement que civiliser était le fardeau de l'homme blanc. Suite aux informations des explorateurs, les pays européens ou les métropoles européennes vont se lancer à la conquête de l'Afrique. Ici, en 1885, on voit Otto von Bismarck qui va convoquer une réunion avec les dirigeants européens pour discuter de la façon dont on allait diviser l'Afrique. Alors, à la conférence de Berlin, on a jeté les bases de la division territoriale du continent. Notez que l'on n'a pas convié d'Africains à cette réunion, ce qui fait qu'on a mis des ethnies ennemies dans le même pays et qu'on a séparé des ethnies en deux pays différents. Ces frontières mal dessinées ont amené de grandes tensions et ont provoqué des guerres civiles qu'on peut noter encore aujourd'hui. Les Européens ont pris l'Afrique très souvent par la force, parfois par signature des traités, mais il faut dire qu'il y a eu de la résistance aussi. Ici, on a Samori Touré qui a tenu tête aux Français pendant près de 20 ans. Il y a aussi des femmes qui se sont démarquées. Alors, on a Lalla Fatma En Soumer en Algérie, qui est une Jeanne d'Arc du nord de l'Afrique. Malgré la résistance, presque tout le territoire de l'Afrique va être sous domination européenne, sauf l'Éthiopie, qui résiste à l'envahisseur, et le Libéria, qui est un cas particulier. Alors, c'est un territoire qui a été acheté par une société philanthropique, donc de charité, pour installer d'anciens esclaves américains à un moment où l'esclavage n'est pas aboli officiellement aux États-Unis, mais est perçu comme un acte barbare pour certains. En bref, les Européens ne connaissaient pas beaucoup l'intérieur de l'Afrique, qui est peuplée de plusieurs royaumes et d'États, il faut pas l'oublier. Les Européens vont ensuite envoyer des explorateurs pour découvrir ce qu'il y a sur le territoire. Alors, on a Livingstone, Stanley, mais il y en aura d'autres. On va convoiter les ressources. Alors, il y a des métaux, du caoutchouc, des ressources qu'on veut utiliser dans les usines en Europe. Les Européens vont s'emparer du territoire par la force, même s'il y a parfois une forte résistance, il ne faut pas l'oublier. En 1885, Otto von Bismarck va convoquer la conférence de Berlin et là, on va décider comment on organise la colonisation. Alors, on va dire que l'esclavage sera interdit, mais on va bien voir
que finalement le travail forcé, c'est de l'esclavage, les Européens vont décider quelle part de l'Afrique ils prennent, alors les frontières vont être mal dessinées. La technologie va faciliter la colonisation de l'Afrique, notamment militairement avec les armes à feu, mais aussi les chemins de fer et les bateaux à vapeur qui vont permettre aux Européens de s'emparer des ressources de l'Afrique pour les usines d'Europe. Notez que les chemins de fer ont été tracés d'est en ouest pour se rendre au port, pour que les bateaux à vapeur puissent se rendre en Europe, et ont été construits par travaux forcés. Une fois que l'expansion coloniale de l'Afrique est terminée, donc vers 1914, les métropoles, les pays européens, vont gérer leur territoire de différentes façons. Alors, il y a le protectorat, qui est une façon de gérer indirecte. On laisse des administrateurs locaux, c'est-à-dire des Africains, gérer le territoire intérieur. Eux répondent aux ordres de quelques conseillers européens qui sont sur place. Il y a aussi la colonie. Pour la colonie, on envoie plus d'Européens, donc des colons, pour administrer directement le territoire. Il y a aussi le mandat de gestion, comme dans le cas du Cameroun. Alors, le Cameroun, qui était une colonie allemande, va devenir à partir de 1919 un territoire sous mandat français. Explication. L'Allemagne, jugée responsable de la Première Guerre mondiale, va perdre ses colonies en Afrique. Le Cameroun va donc être cédé aux Français par un mandat de gestion. Il y a aussi la sphère d'influence avec le cas du Libéria dont on a parlé avant. Donc, le Libéria a un lien fort avec les États-Unis. Les nations européennes n'ont pas tenté de le coloniser ou d'en prendre possession parce que le Libéria était soutenu par les États-Unis, donc il était sous l'influence des États-Unis. En bref, les Européens vont administrer leur nouvelle possession en Afrique surtout de deux façons. Le protectorat, la métropole fait un contrôle indirect, le territoire fait sa gestion intérieure, mais offre une protection militaire. Et la colonie, la métropole envoie des Européens coloniser et s'occuper de la gestion intérieure. Que ce soit une colonie, un protectorat ou un mandat de gestion, le pouvoir est entre les mains des Européens et vise l'enrichissement des métropoles européennes. Alors, on va voir des régimes de l'indigénat. Alors, on donne des amendes et des peines de prison à des Africains qui n'obéissent pas aux règles, aux corvées imposées aux impôts. On fait de la discrimination aussi, alors on choisit qui va faire partie des postes importants, alors on exclut les Africains. On met aussi des tensions en favorisant certains groupes ethniques par rapport à d'autres. Alors parfois on fait ça, on choisit un groupe ethnique qui va obtenir les postes plus importants dans le cas d'un protectorat. Puis ça va augmenter les tensions entre deux groupes ethniques et tout ça va aboutir finalement à des guerres civiles. Et on impose les travaux forcés, je le disais tantôt, notamment pour construire les chemins de fer. Les Européens tentent d'assimiler les Africains à leur propre culture. On va donc envoyer des missionnaires pour faire de l'enseignement scolaire et religieux. Le but, c'est que les Africains perdent leurs coutumes ancestrales et qu'ils adoptent la culture du pays colonisateur. La colonisation de l'Afrique s'est faite par la force et on a soumis la population locale à des travaux forcés, même si on condamnait l'esclavage en Europe. Nous sommes au Congo vers 1900. Léopold II, roi de la petite Belgique, est parvenu à se faire céder un bon gros morceau d'Afrique intérieure, ses voisins colonialistes anglais, français ou allemands préférant les côtes, plus propices au commerce. Sur un territoire grand comme l'Europe, sa propriété personnelle, le roi a droit de vie et de mort sur tout ce qui bouge. Il n'y mettra jamais les pieds, mais il organise depuis son palais le pillage systématique des ressources du territoire. Il veut surtout récupérer l'ivoire des éléphants et le caoutchouc, très prisé à l'époque, qu'on trouve à l'état naturel dans la jungle.
Pour s'assurer la main-d'œuvre nécessaire à la collecte, une sorte d'esclavage est organisée avec des prises d'otages qui terrorisent les populations forcées de travailler. Pas fou, les habitants finissent par fuir dès qu'approchent les militaires de la force publique, l'armée privée du Congo. Des expéditions punitives sont organisées, des villages entiers sont rasés, leurs habitants massacrés. Pour s'assurer que les munitions ne sont pas gâchées à la chasse ou gardées en vue d'une mutinerie, les officiers ont trouvé une astuce. Ils exigent de leurs soldats qu'ils ramènent une main droite coupée pour chaque cartouche tirée. Les mains sont fumées pour être conservées. Quand il en manque, les soldats vont simplement en récupérer sur des indigènes vivants. En 1896, un fonctionnaire en récupère 3808 en une seule fois. En 30 ans, on estime que plus de 10 millions d'habitants de ce vaste territoire sont morts de cette exploitation terrorisante. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Le désir des grandes puissances européennes est l'assimilation de ces colonies ou l'acculturation. Tintin au Congo en est un bon exemple. Ça illustre une vision impérialiste ou colonialiste. On montre l'Africain naïf qui veut à tout prix adopter la culture de sa métropole, la Belgique. On tente même de montrer que le Congolais souhaite être un Belge, que Tintin, l'homme blanc, est l'homme idéal. Même le chien africain veut devenir un chien belge. En bref, les métropoles ont une vision impérialiste et s'emparent du territoire africain. Il y aura la conférence de Berlin en 1885, convoquée par Otto von Bismarck, avec les dirigeants de d'autres grandes puissances européennes pour décider des règles à suivre dans la colonisation de l'Afrique. On va décider les frontières, se partager l'Afrique comme si c'était un gâteau, sans se préoccuper des réalités locales. Tout ça va amener des tensions. Il y a eu de la résistance, ne l'oublions pas, comme dans le cas de Samori Touré, qui a résisté pendant près de 20 ans. Mais malgré tout ça, en 1914, l'Afrique est presque entièrement dominée par les Européens, alors sauf le Libéria et l'Éthiopie, comme on a déjà vu. Il faut faire un lien avec la Première Guerre mondiale. Alors, non seulement cette course à la colonisation amène des tensions entre les pays européens, mais les pays européens vont utiliser les gens dans leurs colonies pour participer à la Première Guerre mondiale, alors ils vont utiliser leurs troupes coloniales. Maintenant, voyons les conséquences de la colonisation en Afrique. Alors, il y aura des conséquences politiques. Le pouvoir va être exercé par les Européens, que ce soit dans un système de colonies, de protectorat ou même de mandat de gestion. On a vu que les frontières sont mal tracées. En plus, parfois, ce qu'on fait, c'est de donner de l'importance à un groupe ethnique par rapport à un autre, ce qui augmente les tensions entre ethnies, donc les tensions interethniques. Tout ça va mener à des guerres civiles. Une guerre civile, c'est une guerre à l'intérieur du pays. Les conséquences économiques aussi. Les richesses naturelles de l'Afrique vont servir à enrichir les métropoles. Par exemple, le caoutchouc, comme on a vu dans le cas du Congo, ou l'ivoire, mais que ce soit aussi des richesses naturelles, peu importe, les ressources qu'on prend en Afrique servent à enrichir l'Europe, à être transformées dans les usines d'Europe, et on installe un système économique où l'Afrique est dépendant de l'Europe. Il y a des conséquences sociales et culturelles aussi. Alors que ce soit le travail forcé, notamment pour construire les chemins de fer, construire les ponts, que ça soit aussi la discrimination. Alors, on favorise toujours les colons blancs pour les postes importants et finalement la politique d'assimilation. Alors, on vise l'acculturation des peuples d'Afrique.